Alors avant de commencer, c'est remarquable, c'est Rome, Paris, Paris, Pittsburgh et maintenant Pittsburgh, Paris. Oui, alors je crois qu'il faut féliciter les organisateurs pour cet schéma remarquable, mondial même, qui montre bien la circulation des idées dans différents formats et différents médias. Aussi, avant de commencer, je vais dire que je vais parler en anglais et je suis désolé d'une certaine manière parce que d'habitude je fais ça en français, mais vu que le contenu de mon intervention est presque entièrement basé sur des sources anglaises et que j'utilise beaucoup de citations, ça me permet de faire mon accent anglais maintenant pour vous et de créer une sorte d'ambiance de la presse anglaise du 19e siècle. Okay, alors j'espère que la traduction sera un complément parfait pour cela. OK, alors, je commence. Dans le contexte de cette conférence qui est dédiée à la circulation d'images architecturales au XIXe siècle et dans ce musée dédié principalement à l'art français de la même période, il ne semble que pertinent de terminer cette session de cette matinée avec une examination de la transformation de Paris sous Napoléon III. Je propose de nous pencher sur la manière dont l'hosmanisation à Paris a été reçue, représentée et discutée dans la presse britannique, surtout à travers la vision de l'Illustrated London News et du Builder, deux journaux extrêmement populaires et des journaux hebdomadaires professionnels ciblant les architectes et les ingénieurs. À travers le Second Empire, les lecteurs des périodiques britanniques pouvaient observer, presque en temps réel, la rénovation de la ville, la cérémonie des spectacles officiels et les expositions internationales ainsi que les débats qui façonnaient et animaient la capitale française. Même grâce à une examination rapide des périodiques britanniques, cela révèle une fascination toute particulière pour le mode de vie des Parisiens. Et il est certain qu'à travers le XIXe siècle, aucune autre ville n'a été le sujet de commentaires presque anthropologiques et continus afin d'expliquer les phénomènes sociaux uniques qui étaient manifestes à Paris et qu'on pouvait observer au quotidien dans les rues et les boulevards. On peut toujours compter sur les périodiques britanniques pour observer avec choc et surprise les habitudes des Parisiens, de la vie publique française, de la culture politique. Même si ce sont des éléments banals tels que des urinoirs ou des bancs de parc, les critiques britanniques ne font que les observer et on peut voir qu'ils ne peuvent pas illustrer le pissoir, mais ils peuvent le décrire. Et on peut voir ici qu'on décrit ici les pissoires comme des objets qui sont situés dans des endroits incroyables et que ces formes ne peuvent pas être étudiés. Donc cela est vraiment impressionnant, révolutionnaire. Ce n'est pas surprenant que le style architectural faisait l'objet d'intérêt, ce qui révélait que les critiques britanniques faisaient la différence entre le caractère national et l'approche de la formation des articles. L'architecte C.F. Hayward a écrit dans le Builder en 1855 et a insisté sur la différence entre l'éducation artistique entre les deux pays, ce qui était un grand bénéfice pour les fabricants français, mais qui considérait le renouveau gothique anglais de l'architecture comme original, sans comparaison, et le résultat d'une plus grande liberté artistique. Les façades des bâtiments de Paris qu'il décrivait comme des pierres, un dessin de pierre à pleine échelle et qui ressemblait à une immense lithographie. La bibliothèque Sainte-Geneviève, par exemple, était un exemple typique.
Les nouveaux bâtiments achevés sous Napoléon III n'avaient qu'un peu d'impact positif sur Hayward, qui considérait que ces bâtiments publics et l'architecture des rues surpassaient, que notre architecture surpassait celle de nos voisins. À la différence, la même année, le Illustrated London News reportait que l'ouverture du nouvel hôtel du Louvre était une construction merveilleuse qui n'avait demandé que 13 mois et demi de construction et qu'il décrivait comme l'institution la plus magnifique de son époque encore établie. Pour ceux d'entre vous qui louent des chambres d'hôtel cette semaine, vous serez heureux de savoir que le prix de ces chambres s'élevait à 2 à 3 francs par nuit. Pendant le Second Empire, les éditeurs du ILN et du Builder utilisaient la transformation à la fois de Paris et de Londres pour insister sur les conséquences des agences publiques et des individus privés qui répondaient aux effets de la modernité urbaine. Dans ce contexte d'un changement technologique accéléré et d'une croissance de la population exponentielle, les constructions étaient un indice de l'efficacité des régimes politiques afin de résoudre les problèmes à grande échelle. La ville était habituée à déclarer la légitimité des dirigeants ou des institutions gouvernantes et de leur administration. Paris était un exemple probant de la manière dont on refaçonnait une ville, ce qui révélait le programme politique et les ambitions pour la société de l'empereur français Napoléon III. En simultané, les travaux à Londres révélaient les anxiétés et les peurs relatives à la capitale britannique et qui projetaient l'administration de Sa Majesté ainsi que l'efficacité des gouvernements et du système parlementaire britannique en général. Paris était la seule ville au monde qui pouvait servir de modèle parallèle pour examiner les effets de la modernité qui étaient ressentis simultanément à Londres. Dans la presse britannique, Paris a servi de miroir pour examiner les projets et les réformes mises en œuvre par différentes agences et à différents niveaux par l'administration britannique. Dans cet examen de Paris au Second Empire, la population britannique et la presse professionnelle reflétaient le changement d'échelle des travaux publics urbains et l'émergence d'une compréhension d'une ville en tant que système qui affectait le bien-être de sa population dans sa totalité. Paris était étudié non seulement d'un point de vue esthétique, mais aussi afin de comprendre les effets du changement et les résultats mesurables que cela avait sur la santé et la mortalité publique. De 1850 à 1870, à la fois Paris et Londres étaient transformés sans précédent. La presse britannique a su capturer ces changements et a pu comparer ces deux villes en comparant les infrastructures qui ont transformé la qualité de vie par le public. Les infrastructures, les travaux cherchaient à améliorer la circulation dans la ville. C'était considéré comme le moyen le plus efficace pour améliorer la métropole et fournir des infrastructures de communication améliorées. Ce rapport a été publié en 1844 pour nettoyer les quartiers pauvres et construire de nouvelles rues. En 1853, le Builder prononçait que ces travaux exécutés suivant les recommandations de la Commission royale, avait été un échec et se désolait des 12 nobles qui avaient constitué ses membres. En 1855, un comité de sélection du Parlement britannique a reporté que pendant les 20 dernières années, les améliorations urbaines de Londres avaient eu pour conclusion de n'apporter que très peu de bénéfices et s'était rendu compte que
à moins qu'une autorité soit établie et que la métropole bénéficie d'assez d'améliorations à une échelle pertinente, il n'y aurait aucune amélioration. Au même moment que ces changements administratifs étaient contemplés à Londres, Paris était le centre de l'attention internationale. 1855 est l'année clé pour la démonstration d'une transformation précoce à Paris sous Napoléon III, alors que la ville accueillait la première exposition universelle. À la suite de la grande exposition de 1851, la presse britannique a porté une attention accrue à Paris, permettant à ses lecteurs d'avoir une idée de ce que la ville, de la manière dont la ville s'est transformée depuis le coup d'État. La transformation de Paris est étroitement liée au règne de Napoléon III, ce qui a été expliqué dans un article publié au Builder en février 1855 par Thomas Leverton Donaldson. Il dit « Les travaux qui sont désormais effectués à Paris sous la direction de l'empereur constitue un des plus grands traits remarquables des temps modernes. En effet, je ne me souviens pas je n'ai en tête aucune autre période depuis l'époque des empereurs romains pendant laquelle les travaux d'une telle ampleur, aussi magnifiques et aussi essentiels en termes d'utilité, ont été exécutés. » À partir du moment où Napoléon s'est déclaré empereur en décembre 1852 et a commencé les démolitions pour achever le Louvre et l'extension de la rue de Rivoli, il n'a fait aucun doute que le Illustrated London News et le Builder, pour ces deux journaux, qu'il était qui était la force, la seule et unique force derrière ce programme qui transformait Paris pendant les 20 prochaines années. Alors que les travaux du bois de Boulogne étaient effectués en 1853, le ILN, par exemple, notait qu'un tel intérêt de la part de l'empereur, puisqu'il supervise les travaux personnellement et à pied, et supervise les employés et les ouvriers employés. En 1854, un rapport publié dans The Builder étudiait les améliorations de Napoléon III à Paris. Ces articles dans le Illustrated London News en 1855 révélaient la manière dont la presse populaire britannique contribuait à définir Napoléon III en tant que force de progrès et cherchant à améliorer les conditions de vie à Paris. Pour les Britanniques, cette année à Paris était caractérisée par la visite de la reine Victoria en août, et le journal Illustrated London News anticipait cela comme la date à laquelle la plus grande des époques de l'histoire du Second Empire. Le périodique décrivait la route qu'elle entreprendrait à travers la ville comme une route qui refaçonnerait radicalement Paris grâce à la volonté de Napoléon III. Ils ont ensuite publié une carte qui indiquait que le nouveau boulevard du centre, à partir de la station Strasbourg vers le boulevard Strasbourg-Saint-Denis et l'extension de la rue de Rivoli. Donc, quand la reine est arrivée à Paris, le ILN a déclaré que les annales des temps modernes n'offrent aucun événement aussi remarquable. Et la semaine suivante, était dédiée entièrement à la procession de Victoria à travers Paris. Donc, on voit donc la procession de Victoria et les nouveaux boulevards qui sont révélés sous nos yeux, à travers le boulevard des Italiens et la rue menant au palais. La procession sur les boulevards a été perçue comme la personnification de l'alliance sacrée entre l'Angleterre et la France, qui
servait de bouclier de l'Europe civilisée contre l'empiètement du barbarisme. Dans le contexte de la guerre de Crimée et du siège de Sébastopol, Paris était décrit par le ILN comme la plus grande capitale du monde, dont les nouveaux travaux en étaient la preuve puissante. Il a été remarqué au Louvre que les rues sales qui entouraient la place du Carrousel avaient été nettoyées, balayées par la main du progrès et que dans ces endroits, on pouvait désormais trouver de magnifiques bâtiments. La visite de Victoria, les articles sur la visite de Victoria concluaient que la cérémonie dans le palais de l'industrie manquait d'un coup d'œil impressionnant sur la nef intérieure du palais de cristal. Et cependant, ce n'était pas une exposition sur les structures temporaires. Quand le boulevard Sébastopol s'est ensuite ouvert sur le boulevard Saint-Denis vers la place du Châtelet en 1858, le correspondant pour le London Illustrated News a déclaré que l'importance de la construction de nouveaux bâtiments et la restauration d'édifices vénérables sombrait en comparaison avec aux immenses avantages que cela générait en termes d'une communication plus nombreuse, magnifique et directe, et qui permettait donc davantage d'air, une meilleure santé de lumière, des interchanges, des interactions libres entre les habitants. D'ici à la fin de la première décennie du règne de Napoléon III, la presse britannique a commencé à répertorier une série d'inquiétudes sur les effets de renouveau urbain dans la capitale française et du fait que cela prouvait le retard que Londres prenait. En 1860, le Builder se lamentait de ce qu'avait accompli Paris et que cela dépeignait une image humiliante de notre ville en comparaison. Le Builder ne cessait de faire la promotion de projets d'infrastructures publiques de taille à Londres et la nationalisation, l'isolation, la peur de l'influence française devaient tout être surpassés. En 1863, un journaliste du Builder soulignait que, alors que le Parlement britannique refusait d'allouer des fonds pour des projets d'infrastructures à Londres, Paris s'était doté d'un nouveau système d'égouts, de nouveaux réseaux de boulevards et que l'approvisionnement en eau était en construction. Les statistiques prouvaient que le déclin progressif de la mortalité à Paris permettait à l'auteur de dire « Permettons à Londres et à ce pays d'apprendre même en termes sanitaires, et d'en apprendre davantage auprès de ce que les Français font. Même les auteurs britanniques qui s'alarmaient aux dettes accrues et étaient sceptiques quant à l'autorité non vérifiée de Haussmann exprimaient cependant leur inquiétude quant au retard de Londres. Un auteur du Builder écrit en 1965 et décrit l'administration d'Haussmann comme une parodie ignoble du gouvernement municipal. Cependant, il conclut que les bénéfices du fait que Paris se place désormais au centre de Londres ne doivent pas être oubliés. Pour conclure, j'aimerais souligner que à la suite de la formation du Conseil métropolitain des travaux en 1855, un projet a été développé pour construire un système complet d'égouts des deux côtés de la Tamise. Donc on peut voir le système ici qui a été publié dans un livre et qui montre la taille du projet qui devait s'étaler sur des dizaines de kilomètres.
La construction de ce principal système de drainage à Londres planifiait de détourner les eaux usées de la ville vers un site à 22 km plus bas en aval de la rivière. Et c'était un projet qui devait commencer en 1859 et qui s'achevait en 1855. En avril de cette année, le ILN reportait que l'ouverture de ce système et l'inauguration de cette station d'eau usée à Crossness avait été effectuée par le prince de Galles. Alors que le système de drainage principal était sur le point d'être achevé à Londres, et que des statistiques plus viables étaient désormais disponibles sur la population et la mortalité à la fois à Londres et à Paris, nous avons pu donc effectuer des analyses détaillées afin de comparer le système d'égouts dans les deux villes. Les rapports en 1865 suggéraient que le taux de mortalité diminuait régulièrement à Paris, mais une grande controverse se déroulait cette année au même moment sur les conséquences des améliorations de Paris par rapport à Londres. Des preuves statistiques suggéraient que la première moitié de 1860, malgré ce nouveau système d'égouts, le taux de mortalité avait en fait augmenté à Londres. La conclusion a été que ce système complet, c'est le système complet de soins de santé en France qui permettait de meilleurs résultats dans le traitement des personnes malades dans les quartiers pauvres. Et le builder conclut que c'était notre devoir d'utiliser tout effort physique pour battre les Parisiens dans cette santé, la possibilité d'être en bonne santé dans la capitale. Et nous espérons que le jour heureux viendra où notre rivalité avec la France ne sera qu'en matière de sciences sanitaires et son application. À Londres, pendant le Second Empire, l'architecture publique monumentale s'est placée en retrait par rapport au projet d'infrastructure énorme et l'impact que ceci avait sur la santé publique était comparé directement à Paris. Des mois après le renversement de Napoléon III, l'inauguration des digues de la Tamise permettait aux builders de proclamer que Paris même ne peut se vanter d'avoir une telle digue. Merci.